Les îles fascinent, elles ouvrent des mondes physiques et sensoriels et des mondes fictifs, terreaux d'errance et de rêve. Pour cette 3e édition de Murmure, en collaboration avec le photographe Bernard Pess, nous sommes partis à la rencontre de Porquerolles, de Port-Crozien et de Levantin pour vous proposer une série sur l'insularité et l'île intérieure. Comme des archipels sonores qui explorent ce territoire à la frontière du réel et de l'imaginaire, du visible et de l'invisible, ces zones troubles et intermédiaires dans lesquelles les îles nous projettent. Dans cette série, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc national de Port-Cros, vous allez entendre les paroles d'insulaires, d'artistes, d'auteurs qui vous murmurent à l'oreille leur île intérieure. Certains d'entre eux sont à découvrir jusqu'à début novembre à la Fondation Carmignac et dans les jardins ou au détour d'un chemin sur l'île de Porquerolles, sous forme de portraits sonores. Bonjour frère Vladimir, bonjour frère Vincent. L'île de Saint-Honorat a une vocation monastique depuis 1600 ans. Votre communauté, la congrégation cistercienne de l'Immaculée Conception, en est l'unique propriétaire et vous êtes une vingtaine de moines à y résider à l'année. Pour commencer, Père Abbé et Frère Vincent, comment vous décririez l'île de Saint-Honorat à un visiteur qui ne s'y est jamais rendu? Quelles sont ses caractéristiques en termes de patrimoine naturel, de patrimoine bâti, militaire, religieux et spirituel, et ce qui fait peut-être sa singularité dans le paysage insulaire de la côte française méditerranéenne? Alors je dirais, l'île apparaît comme une petite tache de nature, c'est 40 hectares, au milieu de la mer, une tache plate, parce que l'île est très plate, cachée de Cannes par une autre île plus grande qui est Sainte-Marguerite. Et sur cette île, la présence des moines a façonné un paysage qui est un paysage agricole, la culture de la vigne et de l'olivier, un paysage de forêt qui protège les cultures, et puis un paysage monumental directement lié à l'histoire monastique, l'abbaye, les chapelles, la tour monastère. Et finalement, c'est toute l'île qui est un monastère, ce qui fait sa singularité dans les îles de la Méditerranée. Quand Saint-Honorat arrive sur l'île au Ve siècle, il y a des moines sur toutes les petites îles, et nous sommes les derniers survivants de cette histoire. Quel conseil vous donneriez aux visiteurs d'un jour pour saisir un petit peu de l'essence de Saint-Honorat? Passer une journée à Saint-Honorat, quels seraient vos conseils? Alors moi, je dirais d'abord de venir pour la journée, parce qu'on a beaucoup de visiteurs parfois qui viennent vraiment pour des visites express, quelques heures seulement. C'est un peu la mode aujourd'hui du tourisme où on veut visiter le plus de choses dans une journée, donc c'est un peu le zapping aussi. Donc il y a ça aussi dans le tourisme. Donc moi, je dirais prendre le temps de venir sur l'île parce que elle est petite, mais il y a beaucoup de choses à voir. Quel autre conseil est-ce que tu vois, Père Abbé? Alors, je dirais de déambuler. Parce que beaucoup de gens sont tout de suite à la recherche de meilleurs endroits au bord de la mer. Et dans les rencontres que nous avons entre différentes petites îles, c'est une des choses qui est soulignée, que c'est une des vraies difficultés sur une île, c'est d'essayer de faire goûter aux gens ce qui n'est pas le bord de mer immédiat. Et donc je leur dirais, traversez l'île, promenez-vous, avant de vous arrêter au bord de la mer si vous êtes venu pour ça, mais essayez même si vous êtes avec des enfants petits, de déambuler un peu avant. Alors le silence est devenu dans notre monde un peu tourbillonnant un luxe rare et recherché. Qu'est-ce qui explique plus globalement, selon vous, l'intérêt croissant pour les retraites spirituelles? Et j'ai une deuxième question, est-ce que l'espace insulaire est un lieu propice à ce type de séjour? Le silence, c'est le désir et la difficulté des gens, parce qu'ils le souhaitent et on a de plus en plus de mal à le vivre. Je pense surtout pour le public numéro 2 de l'hôtellerie, c'est-à-dire les gens en recherche, il y a vraiment une quête de sens. Et je pense que par la coupure qu'implique notamment l'insularité, on peut donner un espace ponctuel pour cette quête de sens dans sa vie, le fait qu'ils peuvent rencontrer les gens peuvent rencontrer un moine aussi.
l'insularité est la meilleure et la pire des choses. Cela aide beaucoup, mais il y a un certain nombre de gens pour qui c'est très difficile à vivre. Ça, vous l'expliquez comment ? Moins l'été, mais l'hiver, on est coupé de tout. Comme en ce moment où la mer est mauvaise, où on se dit est-ce que je vais avoir un bateau pour repartir, et le soir à 4h30, il n'y a plus de bateau jusqu'au lendemain matin, il n'y a plus d'échappatoire possible. Ça peut être très difficile. Oui. On ne peut pas se dire je vais aller faire une promenade pendant 3 heures en montagne, parce que on peut faire le tour de l'île, mais on n'échappe pas à l'île. Je m'y plais beaucoup, mais il y a des gens pour qui ça peut être très difficile. Je comprends. Frère Vincent, sur ce volet de l'insularité, l'isolement géographique qui favorise cette mise en retrait du monde et le fait que peut-être on n'est pas tous armés de la même façon pour affronter cet isolement. Oui, effectivement, je pense que ça dépend des personnes, et ce qu'on remarque aussi par rapport aux visiteurs, bon, c'est un aspect plus pragmatique, mais on doit prendre en compte sur les îles une certaine une certaine panique sur les îles. Donc il y a toujours la peur de rater le bateau, donc ça demande d'adapter par exemple la signalétique, bien indiquer la direction du débarcadère. Voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on prend pas en compte sur un site ordinaire sur le continent, mais voilà, sur les îles il faut prendre en compte l'aspect une île, certaines personnes sont stressées quand même par le sentiment d'être prisonnier, quand bien même ils auraient choisi de venir, quand ils expérimentent peut-être là un jour presque de tempête, bon ça c'est un peu calmé, mais oui, parce que je pense que après c'est des mécanismes un peu psychologiques souvent qui se révèlent en fait une fois qu'on est sur le site, où on se dit qu'on est vraiment coupé, s'il arrive quoi que ce soit. C'est compliqué. Il y a une expérience très amusante. Il faut, en marchant normalement, 7 minutes pour aller du monastère au débarcadère. Il y a des records. Si on marche vite, 5 minutes, c'est fait, vraiment. Eh bien, pour beaucoup de gens, lorsqu'ils sont ici, c'est une demi-heure à l'avance qu'ils se disent, il faut que je parte, sans ça je vais rater le bateau. C'est de fait psychologiquement très curieux et intéressant. Si vous deviez chacun définir en quelques mots ou une phrase l'esprit de l'île Saint-Honorat, quel serait-il ? Je prendrais une phrase qui n'est pas de moi, qui est d'un moine du 5e siècle, Eucher de Lyon, donc qui a écrit un livre qui s'appelle L'éloge du désert, où il parle de cette île, et il dit, parlant du rapport entre l'île et les moines, que l'île leur apparaît tel le paradis qu'ils contempleront plus tard. Un grand merci à tous les deux pour votre vision et votre partage sur l'île. Merci. Pour celles et ceux qui auront la chance de se rendre à Porquerolles cet été, vous pourrez découvrir les silhouettes et les visages associés à quelques-unes des voix de cette série, en pleine nature, dans les jardins de la Fondation Carmignac, au jardin Emmanuel Lopez et aux lagunes sur la route qui part du village vers le phare. Les portraits et les sons de la série sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles ou sur le site fragileporquerolles toutattaché.com.